Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Aujourd'hui, nous sommes le 13 février et il s'agit de la Journée mondiale de l'épilepsie, qui est une maladie dont l'unité conceptuelle et pathologique est représentée par la survenue de crises de nature épileptique qui vont se répéter plus ou moins fréquemment, plus ou moins longtemps au cours de la vie d'un individu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le docteur Roux Alexandra, neurologue, médecin libéral à Marseille. Bonjour docteur Roux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'épilepsie, s'il vous plaît ? Alors l'épilepsie, ça peut se définir comme une anomalie du rythme cérébral. Tout d'abord, il faut bien comprendre que les neurones, ces cellules cérébrales, communiquent entre elles en fait par des mécanismes à la fois électriques et chimiques, et la résultante de ces mécanismes est la création donc du rythme cérébral que l'on peut d'ailleurs enregistrer par un examen qui s'appelle l'électroencéphalogramme. Donc une crise d'épilepsie, ça va être un trouble de ce rythme cérébral caractérisé par une décharge d'une population de neurones à la fois brutale et synchrone, et qui va donc perturber de façon transitoire et réversible le rythme cérébral. On parle de crise d'épilepsie au moment de cette décharge électrique, et on parle d'épilepsie maladie lorsque les crises vont se répéter dans le temps chez une même personne. Alors, quelle est son incidence en France et dans le monde ? Alors, l'incidence étant le nombre de nouveaux cas rapportés sur une période donnée, peut varier selon les régions, également selon les groupes démographiques et également selon l'accès aux soins dans certaines régions du monde. Globalement, c'est un trouble neurologique qui reste fréquent car multifactoriel. L'OMS estime que dans le monde, il y aurait 50 millions de personnes atteintes d'épilepsie, et en France, on estime ce chiffre environ à 600 000 personnes. Alors, quel est l'âge moyen de survenue de cette maladie ? Alors, c'est une maladie qui peut survenir à tout âge, mais on va définir des périodes un peu plus à risque qui sont, on va dire, les extrêmes de la vie. Ça survient de façon plus fréquente chez des enfants ou chez des personnes âgées. Les causes étant du coup très différentes, que ce soit de l'épilepsie chez l'enfant ou chez la personne âgée. Ça peut survenir également à l'âge adulte, quel que soit l'âge, mais de façon, on va dire, un petit peu moins fréquente. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'âge spécifique pour déclencher une maladie épileptique. Alors sur quoi repose le diagnostic de la maladie ? Le diagnostic repose sur plusieurs points. Déjà, il faut reprendre un petit peu les antécédents du patient pour essayer de déterminer s'il y a un terrain à risque, à savoir déjà déterminer ses antécédents familiaux, peut-être d'épilepsie, déterminer avec lui ses antécédents médicaux, les antécédents néonataux, de possibles infections du système nerveux central ou des antécédents de traumatisme crânien. Ensuite, il faut faire bien définir au patient et également à son entourage le déroulement d'une crise, les symptômes présentés. À savoir, bien faire définir au patient ce qu'il va ressentir au moment de la crise, les symptômes qu'il perçoit, qu'il ressent. Et comme souvent c'est associé à des pertes de connaissance ou des altérations de la mémoire, il est également important d'avoir des témoins qui peuvent décrire les symptômes présentés par la personne, qui vont nous orienter vers une crise d'épilepsie et non pas une crise d'autre nature. Ensuite, il faut également faire le point sur les facteurs déclenchants de cette crise qui peuvent être assez caractéristiques: privation de sommeil, consommation aiguë d'alcool, sevrage médicamenteux. Ensuite, on passe aux examens complémentaires. Donc, il est nécessaire d'avoir une imagerie cérébrale chez tout patient qui va présenter une crise d'épilepsie. Ça peut être un scanner cérébral, mais le mieux, c'est d'avoir une IRM cérébrale qui va essayer de déterminer s'il existe des anomalies structurelles ou des lésions qui peuvent être à l'origine de la crise d'épilepsie. Et ensuite, l'examen dont j'ai parlé tout à l'heure, donc l'électroencéphalogramme, qui est un examen qui permet d'enregistrer le rythme cérébral. Donc ça consiste en... C'est pas un examen invasif, on met des électrodes sur la tête du patient, c'est pas douloureux, c'est juste un enregistrement de cette activité électrique cérébrale. Et donc on enregistre chez tout le monde un rythme que l'on peut considérer normal, et chez les personnes épileptiques, on peut retrouver des anomalies, même en dehors des crises, de ce rythme cérébral qui évidemment nous oriente vers une maladie épileptique. Et ensuite, on peut également
réaliser des prises de sang pour rechercher des facteurs déclenchants, des problèmes de glycémie, des toxiques, et pour aller plus loin dans le diagnostic, parfois même des recherches génétiques pouvant causer cette épilepsie. Alors, quelles sont les causes qui entraînent l'apparition de cette maladie ? Alors, les causes sont très variées. Déjà, comme je disais tout à l'heure, en fonction de l'âge, évidemment, ce ne sera pas les mêmes causes. On peut citer les causes génétiques, donc responsables d'anomalies intrinsèques du rythme cérébral. Les épilepsies d'origine génétique vont plutôt se déclencher chez l'enfant ou le petit enfant. Des anomalies du développement cérébral aussi qui peuvent survenir au moment de la grossesse, au moment de la maturation cérébrale, au moment de la migration des neurones. Ensuite, il va y avoir des causes un petit peu plus lésionnelles, notamment causées par des infections qui peuvent être des méningites ou des encéphalites auto-immunes, donc plutôt acquises, des causes métaboliques. Et donc chez des personnes plus âgées, on va retrouver des causes, par exemple secondaires à des AVC, à des tumeurs cérébrales ou à des maladies neurodégénératives comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Et ensuite, de façon un petit peu séparée, il faut également citer toutes les causes toxiques ou médicamenteuses, sachant que de nombreux médicaments ou toxiques comme l'alcool peuvent baisser le seuil épileptogène, c'est-à-dire le seuil à partir duquel la crise va se déclencher. Alors, donc, comme on vient de le dire, l'épilepsie se manifeste sous forme donc, de crise. Est-ce que vous pouvez nous décrire une crise d'épilepsie ? Alors, je vais même en décrire deux parce que c'est très variable. Donc, selon la région du cerveau atteinte, les symptômes peuvent être très variables. On va différencier déjà les crises partielles des crises généralisées. Et dans une crise partielle, il y aura une atteinte très focale d'une population de neurones et les symptômes seront donc également focaux. Ça peut se caractériser par des mouvements anormaux d'une main, des spasmes au niveau du visage, des troubles du langage qui vont survenir chez un patient, on va dire, en pleine conscience. Et si la décharge électrique, donc l'anomalie rythmique cérébrale, est plus étendue et intéresse tout l'encéphale, on peut avoir ce qu'on appelle une crise généralisée. Par exemple, la crise généralisée tonico-clonique, qui est, je pense, assez impressionnante, avec le patient qui va perdre brutalement connaissance, présenter une contraction généralisée, tomber, donc ça c'est la phase tonique, et ensuite présenter une phase clonique avec des convulsions au sol qui peuvent durer quelques secondes à quelques minutes. Et qui est assez impressionnante pour les gens qui peuvent en être témoins. Alors, quels sont les mécanismes déclencheurs donc, de cette crise ? Les principaux, parce que j'imagine que... Voilà, parfois c'est spontané, c'est lié intrinsèquement à l'anomalie cérébrale sous-jacente et ça ne peut pas être prévisible. Chez certaines personnes, les facteurs déclenchants, alors d'une personne à l'autre, c'est souvent un petit peu les mêmes. Ça peut être la privation de sommeil, des épisodes de fièvre qui baissent le seuil épileptogène, également la consommation de toxiques, la consommation d'alcool, parfois du stress ou de l'anxiété, des périodes assez stressantes. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes associés à cette crise et voire des prodromes ? Alors oui, des prodromes, il peut y en avoir. Les prodromes, ce seront des symptômes qui en quelque sorte préviennent le patient qu'il va faire une crise. Donc il va ressentir c'est souvent du ressenti, c'est assez difficile des fois à faire caractériser par la personne. Donc ce ressenti va être toujours le même par contre pour une personne donnée et ça va sensation un petit peu de rêve, d'étrangeté, de décalage par rapport à la réalité ou des fourmillements dans une partie du corps par exemple. Ça c'est ce qu'on va appeler des prodromes. Des symptômes associés, ensuite ça peut être notamment dans les crises généralisées tonico-cloniques, une morsure de langue au moment de la phase tonique ou une perte d'urine qui peuvent orienter vers un diagnostic d'épilepsie lorsque les patients présentent ces épisodes. Et donc quelle est la fréquence des crises ? Alors, très difficile à déterminer. Certaines personnes vont faire 1 ou 2 crises dans leur vie. D'autres personnes peuvent en faire plusieurs fois par jour. Ça dépend à la fois du type d'épilepsie, de la réponse aux médicaments et également des facteurs déclenchants. C'est sûr que des personnes qui vont avoir une mauvaise hygiène de vie, mal prendre leur traitement, consommer des toxiques ou des facteurs favorisant les crises vont présenter des fréquences de crise plus importantes. Et donc dans quel état se retrouve le patient après une crise ? Alors, après la crise, la population de neurones qui est à l'origine de la crise,
on va considérer qu'elle est en quelque sorte fatiguée, c'est-à-dire qu'il va y avoir des symptômes que l'on appelle post-critiques, donc la crise, la décharge électrique s'est arrêtée, mais les neurones de cette région fonctionnent mal. Donc dans le cas d'une crise partielle, si par exemple il y avait des clonies au niveau du bras, on peut avoir un déficit post-critique au niveau du bras, c'est-à-dire que le bras va avoir des difficultés à bouger. Idem au niveau du langage, on peut garder des difficultés à parler pendant quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours après une crise. Et dans les crise généralisée tonico-clonique avec donc un phénomène plus violent, une perte de connaissance plus importante, le patient peut même présenter des états pseudo-comateux avec une altération de la vigilance qui peut durer plusieurs minutes, plusieurs heures, et donc qui peut nécessiter une surveillance parfois hospitalière. Donc, quelle est la prise en charge de cette maladie ? Alors, dans un premier temps, il faut essayer de prendre en charge la cause. Si c'est une cause curable qui est à l'origine de l'épilepsie, évidemment, il faut s'intéresser à traiter cette cause initiale pour ensuite empêcher la survenue des crises. Ensuite, lorsque les crises se répètent, on introduit des traitements antiépileptiques, donc qui sont des traitements anti-arythmiques au niveau du cerveau. Il en existe plusieurs sortes que l'on adapte en fonction du patient, en fonction de son âge, en fonction de la tolérance qu'il aura aux médicaments et également en fonction du type de crise, car tous les médicaments n'agissent pas tout à fait de la même façon sur les différents types de crises. Ensuite, il faut également éviter les facteurs déclenchants dont on a parlé tout à l'heure. Donc, le patient après connaît bien les facteurs déclenchants et peut essayer de les éviter. Il est important de faire de l'éducation thérapeutique auprès du patient, c'est-à-dire qu'il connaisse bien sa maladie, qu'il puisse connaître les risques encourus et l'importance de bien prendre son médicament de façon régulière. Et on ne va pas le détailler ici, mais parfois il peut y avoir des solutions chirurgicales à l'épilepsie. Donc ça, c'est réservé à des épilepsies qu'on appelle pharmacorésistantes, c'est-à-dire qui résistent aux traitements médicamenteux. Et sous certaines conditions, ça peut être traité chirurgicalement. Donc il s'agit d'une prise en charge pluridisciplinaire. Tout à fait, car comme je viens de le dire, il y a beaucoup d'acteurs impliqués dans la prise en charge du patient épileptique. Alors pour finir, l'épilepsie revêt chez l'enfant des formes dont la gravité est très variable. Parmi les formes multiples, pouvez-vous nous en citer quelques-unes importantes chez le nourrisson, chez l'enfant et chez l'adolescent, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Donc, en effet, des formes d'épilepsie très variables et on va dire de gravité également très variable. Chez le nourrisson, on peut citer par exemple des crises fébriles qui surviennent volontiers chez des enfants qui vont présenter un épisode de fièvre et qui n'ont pas d'implication péjorative pour le développement de l'enfant, contrairement par exemple chez le nourrisson au syndrome de West ou maladie des spasmes infantiles, qui peut survenir chez des enfants ayant déjà des lésions cérébrales et évidemment chez ces enfants le développement psychomoteur peut être altéré. Chez l'enfant, donc on peut également séparer les crises selon leur gravité. On peut citer par exemple l'épilepsie absence, où l'enfant va présenter des ruptures de contact assez brèves. Ça peut survenir de façon assez fréquente au cours d'une journée. C'est des épilepsies qui souvent évoluent bien et avec la maturation cérébrale qui peuvent tout à fait guérir à l'âge adulte. On peut également citer l'épilepsie rolandique. Et des formes, on va dire, plus graves d'épilepsie chez l'enfant, on peut citer le syndrome de Lennox-Gastaut, qui est lui également lésionnel et qui va se caractériser par la survenue de très nombreuses crises toniques, cloniques, des absences et une régression psychomotrice chez l'enfant, ce qui sera donc évidemment beaucoup plus grave. Chez l'adolescent, on peut citer les épilepsies généralisées idiopathiques, donc les épilepsies absences qui peuvent aussi apparaître à l'adolescence, les épilepsies myocloniques juvéniles, donc caractérisées par des myoclonies très brèves, surtout le matin au réveil et qui peuvent être favorisées par les écrans par exemple, et les crises généralisées tonico-cloniques type grand mal du réveil, donc ces crises très sévères mais qui surviennent le matin souvent au réveil et qui
dans la forme chez l'adolescent, répondent plutôt bien au traitement médicamenteux. Est-ce que vous pouvez expliquer myoclonique et tonicoclonique, s'il vous plaît? Oui. Alors, tonicoclonique, il va vraiment y avoir 2 phases, à savoir une phase tonique où le patient se raidit, qui peut durer quelques secondes, il se raidit, la respiration s'arrête, c'est assez impressionnant. Et ensuite, il y a une phase clonique, donc des convulsions généralisées des 4 membres. Les myoclonies, donc ce sera des secousses très brèves, pas forcément continues, et dans une crise myoclonique, à la différence de la crise généralisée tonicoclonique, le patient peut garder son état de conscience et rester vigilant, ce qui n'est pas du tout le cas dans une crise généralisée tonicoclonique. Merci beaucoup, Dr Roux, pour cette intervention. Merci. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.